Vous vous souvenez de la période où l'action de cette compagnie avait stagné tout simplement parce que d'aucuns pensaient qu'avec l'avènement de la voiture électrique, etc., on ne devait plus avoir besoin de stations-service et vu généralement que les convenience stores sont souvent à côté des stations-service, donc ça allait montrer ici que le chiffre d'affaires allait diminuer à long terme parce que tout le monde allait charger sa voiture à la maison, etc. Ça avait déjà commencé en Europe du Nord, donc voilà, c'était voie à l'échec. Ok, nous sommes à l'an combien de l'avènement ici de la voiture électrique? Ne vous méprenez pas, il y a un risque, hein. Mais également, voiture électrique, qui dit voiture électrique dit également borne de recharge électrique. Donc, c'est presque la même chose. C'était mon raisonnement dès le début. Je pense que la dernière fois, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de cette compagnie. Comme j'ai dit, ça fait tellement d'entreprises qu'on n'a pas mentionné, belles entreprises canadiennes, qu'on n'a même pas encore eu le temps de mentionner. Pas le temps, hein, parce que le temps, c'est pas ça, mais j'ai souvent tendance à plus parler d'autres entités ici. Mais bon, maintenant, comme je l'ai dit, à partir de 16 heures, on va parler d'entreprises uniquement canadiennes ou bien nord-américaines. Alors, ici, la dernière fois que j'ai mentionné cette compagnie, c'était en 2024. Il y a de grandes chances que je la trouvais déjà sous-évaluée en 2024. Il y a de grandes chances, parce que 2024, on est où là? On est presque à ce niveau-ci. Donc, au mieux, c'était 20 fois les baisses. Donc, correctement évalué, à la limite, sous-évalué, et en comptant sur la consolidation d'un segment d'activité. Alors, je vais la regarder autrement en date d'aujourd'hui, parce que c'est une excellente entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions, vraiment beaucoup d'acquisitions. Donc, si on regarde une entreprise comme, comment elle s'appelle encore? Voilà, ticker symbole ATD, je vais juste mettre ça à jour, voilà, alimentation couche-tard, euh, voilà, on désigne un tout petit peu, gross margin, voilà, ROIC. Elle fait beaucoup d'acquisitions et malgré ça, elle arrive à avoir un ROIC supérieur à 10%. Elle fait beaucoup d'acquisitions. Le- Quand vous allez comparer, ce qui veut dire que le ROIC est également intéressant. Donc elle crée de la valeur avec ces acquisitions-là. Bon, vu sa taille, elle n'a pas le choix que de faire de plus en plus d'acquisitions. Bon, notamment, dernièrement, elle aurait pu faire la plus grosse acquisition de son histoire, notamment avec l'acquisition de... Elle voulait racheter ici 7-Eleven, mais ça n'a pas fonctionné. 7-Eleven qui est leader sur le marché américain en termes de nombre de magasins. Mais cette compagnie, ce qui devrait vous intéresser, c'est, comment on appelle ça? Quand vous allez parler d'avantages concurrentiels, la taille est très importante ici. Donc c'est l'envergure qui va nous intéresser. Plus cette compagnie grossit, plus elle peut dégager des économies d'échelle, plus elle dégage des économies d'échelle, plus elle peut produire à bas coût. Si elle produit à bas coût, elle peut avoir généralement des prix attractifs. Et si elle a des prix attractifs, bah, les gens iront généralement dans ce magasin-là. Parce qu'en réalité, c'est pas trop le prix de l'essence qui devrait vous... C'est pas l'essence, en fait, son business. Son business, c'est la vente, la vente des produits en magasin. OK, donc son avantage concurrentiel sera à ce niveau-là. Ce sont des mini-supermarchés. On va le dire comme ça. Le, L'essence, c'est juste pour attirer. Donc, quand on pose la question à ce prompt de base, est-ce que cette compagnie a un avantage concurrentiel? La réponse est oui. Le mot, il est certes étroit, mais il est en croissance. Première chose. Et il provient essentiellement ici des coûts de production à bas prix. Des coûts de production. Et pourquoi est-ce qu'on parle de coûts de production ici? Donc l'entreprise bénéficie d'économies d'échelle réelles dans l'approvisionnement en carburant et la logistique, en carburant et la logistique, ce qui lui permet ici d'afficher des marges de carburant et de marchandises systématiquement supérieures à la moyenne de l'industrie. Oui, elle peut te commander en volume, contrairement à toi qui demande une tonne de Coca-Cola ou bien une tonne d'essence ici, elle peut commander 40 tonnes de Coca-Cola et 40 tonnes d'essence. Laisse-moi te dire que à qui est-ce qu'on va donner ici un tarif préférentiel? Voilà, tu as trouvé. Donc ce n'est pas une affirmation théorique, la tentative même de racheter ici 7-Eleven qui aurait créé ici un réseau mondial de près de 104 000 magasins était explicitement motivé par la recherche d'avantages d'échelle ou bien enfin, davantage d'échelle ici, sans précédent en approvisionnement, développement de marques privées et distribution de carburant. Laissez-moi vous dire une chose. La partie développement de marques privées, c'est très important. Quand vous allez dans les supermarchés, les marques propriétaires, c'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup d'argent. OK? Donc, les entreprises il y a un incitatif ici à ce qu'elles développent ses propres marques de produits.
Pas surtout, elle ne va pas remplacer le Coca-Cola ou bien ce genre de choses, mais vous pouvez arriver là-bas. Couche-tard, par exemple. Il y a un magasin d'ailleurs qui le fait très bien aux États-Unis. En fait, ce magasin-là, beaucoup de gens pensent que c'est le ticket symbole, c'est quasi. En fait, c'est une pizzeria. C'est un convenience store, mais en réalité, ces gars-là vendent énormément de pizzas. Et vous n'avez qu'à regarder les chiffres de la compagnie. C'est tout simplement phénoménal. Bon, je vais prendre la peine d'en parler ici un jour, mais c'est une entreprise extraordinaire. Revenons ici à Couche-Tard. Donc, Couche-Tard ici a ce qu'on appelle l'envergure qui lui permet de dégager des économies d'échelle parce qu'elle peut négocier des prix extrêmement bas par rapport à ses concurrents. Maintenant, la façon dont on va analyser cette compagnie, oui, elle a l'avantage concurrentiel, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux utiliser les cash flows opérationnels. Ici, par exemple, on peut faire le taux d'horizon derrière. Croissance des revenus, c'est là. Donc, c'est croissance par acquisition, c'est normal. Ensuite, c'est bien de faire de la croissance par acquisition. Est-ce que les marges brutes suivent? Les marges brutes ont tendance à être stables, sinon même croissantes de manière générale. Ensuite, marge EBITDA. Est-ce qu'on va dans le même sens? Ici, les marges EBITDA sont en croissance. Ça, c'est à ces niveaux-ci, on voit littéralement la puissance ici de l'envergure, des économies d'échelle. Et ça, c'est magnifique. OK? Ensuite, ce n'est même pas le pricing power. Hein. C'est juste qu'on économise, on dépense moins d'argent sur le plan opérationnel. C'est ça qui nous permet d'avoir ce type d'élément, ce type de marge. Je continue. Je prends ici les free cash flow et les net income, on les met sur le même graphique, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Ici, les deux vont dans le même sens. On peut prendre nettement ici net income comme proxy pour les bénéfices nets. Et il y a du BFR ici, hein, parce que c'est la gestion des stocks. Et vous arrivez à avoir des net income qui concordent ici avec les bénéfices nets. C'est magnifique. Je vais juste voir un truc ici. Current non, c'est pas le current ici. Comment on appelle ça? Working capital. OK. Net working capital. Alors, ça, c'est un élément qu'il faut que je vous explique un jour. Vous savez, quand vous constatez que le net working capital est négatif sur une compagnie dans la distribution, sachez qu'elle a un avantage concurrentiel énorme. Ça, c'est le signe d'un avantage concurrentiel. Mais faites, regardez ceci. Vous allez voir, je vais prendre des entreprises que vous connaissez. Walmart, WMT. Costco. Amazon. Qu'est-ce que vous observez? Vous voyez quoi? Toutes ces entités ont un net working capital négatif. Amazon, c'est près de 95 milliards. Et c'est de plus en et ça baisse de plus en plus. Observez bien la tendance. Faites fi même de alimentation couche-tard. Regardez juste cette tendance. À partir d'ici, je peux déterminer que cette compagnie a un avantage concurrentiel énorme. Regardez ça. Regardez Walmart. Regardez Amazon. Maintenant, regardez Couche-Tard. Couche-Tard n'a pas encore la même pente que les autres, mais elle arrive petit à petit à ce niveau-là. Je vais essayer de regarder Cassie, juste pour voir si on va également dans le même sens. Non, Cassie, c'est légèrement un peu plus, voilà. Cassie, il y en a, mais voilà, c'est pas comme les autres. Mais c'est également négatif dans la grande distribution, tout ce qui concerne le retail. Quand vous remarquez que le net working capital est négatif, ça veut dire que l'entreprise a un avantage concurrentiel de plus en plus prononcé, surtout s'il est de plus en plus prononcé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut tout simplement dire que cette compagnie ne paye pas pour la marchandise le jour où on livre cette marchandise. Donc, l'inventaire là, quand Coca-Cola m'envoie les produits par exemple, j'ai peut-être 30 ou 90 jours pour rembourser. C'est de l'argent gratuit, il n'y a pas d'intérêt dessus. Donc si tu m'envoies la marchandise d'1 million, je vends cette la marchandise sur laquelle je devrais te payer 1 million, toi le fournisseur, tu m'envoies cette marchandise, je te dis ok, moi je m'appelle Amazon, envoie-moi cette marchandise-là, parce que tu sais que j'ai du volume, on a une relation de confiance, tu sais clairement que je fais partie de tes plus gros clients, tu m'envoies de la marchandise pour 1 million, je vends cette marchandise plus mon bénéfice et je te donne ton 1 million. C'est pas de l'argent prêté à taux d'intérêt zéro, mais vous parlez de quoi?
Donc, quand vous entendez les gens, quand on va vous dire ici que, oh oui, mais vous savez, quand le networking capital est négatif, c'est pas bon. Donc, quand vous prenez current asset moins current liability et que vous avez un chiffre négatif, il faut sûrement que ce soit au moins supérieur à 1. Mon ami, ce n'est pas le même business. Ce n'est pas le même type d'entreprise. C'est ça le problème, justement, quand vous n'arrivez pas, enfin, pas ne pas arriver, mais il faut toujours nuancer tout ce que vous apprenez. Il y a toujours des nuances. En version standard, cette définition-là n'est pas mauvaise. Mais quand on arrive dans certains secteurs d'activité, il est préférable même de voir un current asset, un networking capital ou bien un BFR inférieur à 0. C'est très important. Ça confirme la présence d'un avantage concurrentiel. Mais attention, oui, avantage concurrentiel, mais ces entreprises-là rapportent du cash. S'il y avait plutôt du cash, s'il n'y avait pas de free cash flow, etc., là, ça allait être différent. Mais toutes ces entités-là ont du free cash flow. Vous pouvez aller vérifier. Donc, ici, vous constatez qu'on peut avoir des nuances. Et donc, vous voyez qu'on a une façon de voir le stock picking différent. C'est un peu différent ici. Tout est une question de, je ne dirais pas de périmètre. Tout est une question de, comment dire ça? Quand vous avez un ratio, vous ne pouvez pas l'utiliser n'importe comment partout. Il faut toujours l'adapter dépendamment du contexte. Donc, tout est une question de contexte. Ici, le contexte, c'est le secteur d'activité. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui parce qu'en réalité, c'était la partie la plus importante par rapport à Couche-Tard, qui est sous-évalué, pas sous-évalué du tout. Vous connaissez déjà la réponse de manière générale. Donc, ici, quand on va analyser cette compagnie en date d'aujourd'hui, une entreprise qui rachète, enfin, le nombre d'actions diminue, qui a des free cash flow de plus en plus élevés, qui a un avantage concurrentiel large. Et la façon pour confirmer cet avantage concurrentiel, si on a une position à bas coût, justement, c'est de regarder le networking capital. Oui, donc on vient de confirmer l'avantage concurrentiel quantitativement. Le prompt vous dit qu'il existe, mais je vous montre que quantitativement, voici comment est-ce que vous devez confirmer qu'on a une production à bas coût, ou bien qu'il y a de grandes chances qu'on en ait une à ce niveau-là. Voilà, c'est gratuit. Et ce n'est rien du tout par rapport à ce qu'on peut faire, d'autres, sur d'autres secteurs d'activité. Donc, n'oubliez pas, le bootcamp commence le 1er du mois d'octobre. Entre-temps, le nombre de places est limité. Le prix augmente toutes les semaines parce que ça fonctionne, c'est tout. Ce n'est pas une formation, là on analyse une entreprise directement, on ne perd pas le temps. Vous êtes des investisseurs ou pas? Donc, c'est un accompagnement qui est fait par des investisseurs, pour des investisseurs, uniquement pour ceux qui veulent faire du stock picking sérieusement. Et j'ai dit ici que mardi prochain, le tarif sera différent. Bref, je reviens sur cette compagnie et on va terminer par l'analyse quantitative. Combien de fois les bénéfices je pourrais payer pour ce type d'entreprise? Vous comprenez que les cash flows opérationnels ici peuvent avoir tendance à être gonflés par le BFR. D'accord? Ne l'oubliez pas. Parce que je peux prendre 15 fois les cash flows, je vous dirais que c'est $160 l'action. Ce n'est pas forcément mauvais, mais techniquement, le operating cash flow est impacté positivement par le besoin en fonds de roulement. Ce n'est pas forcément mauvais, hein. C'est un avantage structurel qu'elle a. Donc ici, je prendrais 20 fois les bénéfices nets. Ça donne à peu près $111. C'est une entreprise qui a tendance à avoir 100% du temps, les analystes font de bonnes prévisions par rapport aux attentes ici. Et donc, je me base sur les attentes de 2028. On a à peu près 20 fois les bénéfices de 2028, enfin 2029 parce que l'exercice fiscal décalé, ça fait 111. $111 canadiens moins la dette nette. $111 canadiens moins la dette nette. D'ailleurs, dites-moi en commentaire tous ceux qui sont arrivés jusqu'à ce niveau, au niveau de la vidéo. Parce que je vous connais, il y a beaucoup de gens ici qui veulent uniquement savoir ça vaut combien, etc. Comme je l'ai dit, le plus important dans cette vidéo, ce n'était pas de savoir si c'est sous-évalué ou pas. C'était de déterminer si elle mérite notre attention et l'élément par rapport au BFR. Ça, c'était la partie la plus importante de la vidéo. OK? Donc, je mettrai $91 en target price. Donc, on va se dire ici qu'elle est correctement évaluée. Mais, quelle est la taille du marché dans laquelle elle exerce de cette compagnie en date d'aujourd'hui? Si Couche-Tard ne détient que moins de 20% de son marché total adressable ici, qui est lui-même également en croissance, ça veut dire qu'on peut encore continuellement croître. Peut-être pas au même volume que précédemment. Payer ce niveau de prix-ci en date d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément mauvais.
Et rappelez-vous d'une chose, c'est une entreprise qui a tendance ici à utiliser l'argent, enfin pas de l'argent gratuit, mais fonctionner avec l'argent de ses clients. Donc elle pourrait racheter massivement des actions assez rapidement. Et donc ça se voit déjà ici. Hein. Donc, je mettrais 91 dollars canadiens en target price. Je pourrais même mériter 25 fois les bénéfices. Je prends ça juste le premier niveau ici. Donc la dernière fois, je pense que j'avais pris 25 fois les bénéfices. Parce que 25 fois les bénéfices, ce n'est même pas forcément mauvais. Parce que regardez ceci. Je prends 15 fois les cash flow opérationnels. Et là, je vais écrire un peu, on va regarder le monde avec les lunettes roses. Ça donne à peu près 160. Moins à peu près, moins le 20 dollars par action, si ça fait 140 dollars. OK? Je prends 25 fois les bénéfices. Par rapport aux attentes de 2029, 5,55 multiplié par 25, d'accord? Moins moins, je pense que c'était 20 dollars ou 19 dollars ici. Ça donne à peu près 118 dollars. Donc, on reste à peu près sur quelque chose qui n'est pas très éloigné de ce qu'on avait précédemment. Parce que je pense que j'avais pris 25 fois les bénéfices. On ne prend pas juste 25 fois les bénéfices comme ça. Est-ce que l'entreprise est capable de maintenir ses marges stables? Est-ce qu'elle est capable ici de continuer à croître? OK, donc si je mets 91 ici, ce n'est pas forcément parce que le target a diminué. Non. Quelle est la métrique que j'ai utilisée dernièrement? Moi, je m'amuse généralement ici à prendre 20 ou 25 fois les bénéfices, dépendamment de mon humeur. Mais en fait, vous ne devez pas retenir le target price, mais surtout, quelles sont les métriques que j'utilise? Et je vous dis toujours que une entreprise, c'est un range de valeurs. Premier niveau, c'est 15 fois les bénéfices. Deuxième niveau, 20 fois. Troisième niveau, 25. Est-ce qu'elle pourrait mériter 25? Si oui, sous quelles conditions? Est-ce qu'elle pourrait mériter 15? Si oui, sous quelles conditions? OK? Donc, je me vois avec mon 91 ici. Ne vous plaignez pas du tout l'entreprise. Cette compagnie reste intéressante au prix actuel. Si vous voulez ma conclusion. Donc, je mets Today ici. Voilà. Et je vais mettre ici le prix d'aujourd'hui, qui est à peu près aux alentours de... J'ai pris X20 BNF 2029. OK? Donc maintenant, la prochaine fois qu'on va regarder la vidéo, on saura que, la prochaine analyse, on saura ici que j'ai pris 20 fois les bénéfices nets. Mais elle pourrait mériter même 15 fois les cash flows. Attention, mais vous savez qu'il y a une nuance par rapport à ces cash flows-là, etc. Donc pour moi, au prix actuel, ça reste intéressant. Dividende, est-ce que ça vaut la peine qu'on en parle? Si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividende, en date d'aujourd'hui, vous pouvez avoir du 4,75%. Si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2029, sachant qu'elle est assez prévisible ici par rapport au prix actuel, vous pourrez obtenir du 6% de rendement. Évidemment, elle ne distribue pas la totalité des bénéfices nets, mais ça vous dit déjà ici que le dividende pourrait continuer à croître. Si on regarde juste la performance globale par rapport à la croissance de ce dividende sur une longue période, le dividende a tendance à croître ici à une moyenne de 27% sur les 20 dernières années. 27% en moyenne. Bon, prenons les 10 dernières années ici. On a une croissance moyenne, enfin, c'est pas 10, mais sur les 7 dernières années, c'est à peu près 23% de croissance. Sur les 11 dernières années, c'est 11%. Sur les 5 dernières années ici, dans les 5 dernières, ça sera à peu près ça. Voilà, 25%. Ce qui veut dire ici que cette compagnie pourrait doubler même sur les 5 prochaines années, augmenter le dividende en moyenne de 15% et ne même pas atteindre 2% de rendement global. Donc, l'accélération du dividende, elle est là. C'est déjà visible en date d'aujourd'hui. Vous, les personnes qui aimez le dividende, je vous comprends. Mais la meilleure façon de regarder le dividende, c'est de renverser l'équation. Si on me distribue la totalité des bénéfices nets en dividende, j'obtiens combien? Est-ce que l'entreprise paye déjà un dividende? Quel est le volume de croissance? Est-ce qu'il est plus élevé que l'inflation moyenne? Parce que le dividende doit croître à un niveau plus élevé que l'inflation moyenne. Si l'inflation est à 5, dividende plus élevé que 5%. Donc, vous voyez ici que ça couvre largement ici. Donc, voici une entreprise qui, demain, quand vous verrez qu'elle a 4%, quand vous verrez votre shareholder yield de plus en plus élevé par rapport au dividende, là, je parle du shareholder du yield, le yield on cost, voilà. Donc, ceux qui ont acheté cette compagnie en 2007, quand elle distribuait un dividende ici de l'ordre de combien en 2007, ici, le rendement de dividende à cette période était de 0,5, quelque chose comme ça, je pense bien, 0,42 en 2007. Attendez, il ne faut pas que je raconte des bêtises. Elle distribue un dividende ici de 0,004 par trimestre. Donc, globalement, ici, quelque chose aux alentours de 0,020 dollars par an. Aujourd'hui, ces personnes-là ont presque du 9% de rendement.
Et ça sera presque la même chose demain quand ça sera 6%, alors que quand vous l'avez acheté, c'était 1% de rendement. Votre yield on cost sera plus élevé. Et on ne parle même pas encore de la croissance. Donc en réalité, le yield on cost prévisionnel possible, enfin, si on exagère, hein, parce qu'en réalité, votre yield on cost ne peut pas être 100% des bénéfices nets. Hein. Donc parfois, je prends souvent un proxy pour faire simple. Quand une compagnie est mature, très souvent, verser 80% de ce qu'elle gagne en dividende, c'est pas mauvais. Donc ça fait à peu près 3,8%. Et d'ailleurs même, est-ce que vous savez qu'en termes de dividendes, vous recevez plus en date d'aujourd'hui? Si on prend le shareholder yield, bon, c'est qu'il peut être impacté négativement par la dette, et même déjà ça, c'est 1,6%. Prenons le buyback yield, 2,58, dividend yield, 1 point et disons 1%, ça fait près de 3% qu'elle a distribué ici en dividende, en retour aux actionnaires. Enfin, je ne voulais pas que cette vidéo dure, mais vous me connaissez, je suis un passionné. Il y a tellement beaucoup de choses à dire sur les entreprises. Dans tous les cas de figure, on se retrouve ici pour ceux qui vont nous rejoindre dans le bootcamp. Il reste encore quelques places ici, donc rejoignez-nous avant que les prix n'augmentent mardi. Bon, après, moi, ça me fait du bien. Si les prix augmentent et que vous nous rejoignez après, tant mieux pour moi. En tout cas, sachez une chose, c'est que si vous voulez apprendre à faire du stock picking sérieusement, vous êtes au bon endroit. Et ce n'est pas une affaire de chiffres.